Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence pour pas non plus nous décaler trop par rapport aux horaires que vous aviez prévus. Donc, bah, écoutez, bienvenue dans cet atelier aujourd'hui de cette deuxième journée de la ludiversité de la Team Ludens. Donc moi, je suis Ségolène Paris, je suis prof de sciences, de SVT d'abord, mais je fais aussi un peu de physique-chimie en sixième dans un collège REP en Loire-Atlantique à l'entrée de Saint-Nazaire. Et je fais partie de la Team Ludens depuis déjà 3 ans maintenant. Et ça fait plusieurs années qu'on anime avec les copains de la team à la fois des webinaires, mais aussi des temps de création qu'on appelle les ludateliers, hein, que vous pourrez retrouver cet après-midi. Et on avait envie de regrouper un petit peu ces interventions au fil de l'eau en un temps fort. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a proposé cette première édition de la ludiversité. Et en fonction des retours et puis de notre expérience, normalement, pas la dernière. Voilà. Donc, on commence pour intégrer un jeu dans une séquence pédagogique. J'espère que vous avez déjà un petit peu palpé l'univers du jeu, en tout cas du jeu en lui-même, de ce que c'est qu'un jeu, ce que c'est qu'un jeu pédagogique. Si besoin, en fonction de vos profils, je referai un petit point sur qu'est-ce qui fait qu'un jeu peut être utilisé comme jeu pédagogique et on prendra ce temps-là si besoin. Je vous propose qu'on commence et j'aimerais bien qu'on fasse un petit point ensemble à partir de ce petit WooClap. À votre avis, si vous voulez insérer un jeu dans votre séquence pédagogique, par quoi est-ce que vous allez commencer, vous, en tant qu'enseignant, pour pouvoir réaliser cette séquence incluant un jeu pédagogique? Je vous laisse du coup scanner si vous avez un téléphone à portée de main, et si vous n'en avez pas, je vous propose le code dans le chat. Pour que vous puissiez proposer donc ce que vous aimeriez, par quoi vous aimeriez commencer, si vous devez créer une séance qui intègre une séquence qui intègre un jeu pédagogique. Séquence qui peut être seulement d'une séance, en fonction de votre fonctionnement, mais alors les premiers retours arrivent. Je vous laisse un peu de temps, le temps de vous connecter et puis de proposer vos réponses. Ok, allez, je vous partage mon écran pour que vous puissiez voir les réponses de tout le monde. Alors, je vais partager tout l'écran parce que sinon, ça pose problème. Hop. Allez, voilà vos réponses. Donc, les objectifs détaillés de la séquence, les objectifs, le but, les objectifs du jeu, donc là, pas forcément de la séquence, mais du jeu en général, l'alignement pédagogique, donc la cohérence entre nos objectifs, nos contenus et nos activités, et puis les objectifs d'apprentissage. Donc effectivement, c'est ce que nous, on conseille dans la team, c'est que quand vous voulez utiliser un jeu pédagogique, l'idée c'est vraiment de commencer par réfléchir aux objectifs que vous voulez travailler dans l'activité qui va nécessiter la présence de ce jeu, qui va nécessiter ou pour laquelle vous avez choisi d'utiliser un jeu. Et pour choisir, si j'ai vu cohérence, alignement pédagogique, ça m'a fait penser à se dire pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser le jeu à un moment dans une séquence. Et c'est vrai que moi j'aime bien utiliser un jeu quand je vois que il y a une notion. Alors soit elle est difficile à comprendre, et dans ce cas-là, passer par le jeu, ça va permettre
d'engager suffisamment les élèves pour aller chercher, travailler ces difficultés-là. Soit c'est une séance qui fonctionne pas du tout parce que les élèves n'y voient aucun intérêt. Donc là, passer par le jeu, ça peut être intéressant. Et puis, bon, là, c'est des formations en tant que prof de sciences. Je trouve que c'est intéressant aussi dans les séances où on va faire de l'éducation à quelque chose, hein, éducation à la sexualité, à la santé, à l'environnement, au développement durable, parce que le jeu va permettre de sortir en fait de notre propre avis, personne, et on va éviter les conflits d'intérêts avec les familles ou le côté moralisateur qu'on peut avoir en disant fais pas ci, fais pas ça. Là, dans le cadre du jeu, on va jouer un rôle et on va s'autoriser des choses qu'on s'autoriserait pas dans la vie de tous les jours. Mais vous avez raison, la première chose à faire, c'est de réfléchir le jeu que j'ai choisi ou que je vais choisir, que je vais créer, qu'est-ce que je veux en dégager comme objectif. Et ça nous amène à l'équilibre nécessaire entre le ludique et le pédagogique. Si vous avez suivi d'autres ateliers, hein, notamment l'atelier créer un jeu pédagogique, vous avez dû en parler. C'est super important cet équilibre, parce que si on choisit un jeu qui n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés, ben, on est à côté de la plaque. Et si on vend une activité pour un jeu auprès de nos élèves, on est aussi à côté de la plaque, parce que ça rompt un peu le contrat de confiance entre les élèves et l'enseignant. Donc il faut trouver cet équilibre-là, et c'est pas toujours évident. Donc des conseils, si vous voulez, pour créer le jeu, on en a plein sur le site de la Team Ludens. Vous aurez aussi en replay les ateliers qui ont eu lieu hier et avant celui-ci, notamment l'atelier créer un jeu pédagogique où les copains de la team sont revenus sur cette notion d'équilibre. Et comment faire en sorte que ce jeu, justement, travaille les objectifs que vous avez choisis. Donc, une fois que vous avez choisi, en fait, ce jeu-là, vous allez pouvoir construire votre séquence à partir de ce jeu. L'objectif, hein, comme le dit Dominique Buchon, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui parle du geste professionnel, ça va être de tisser, une fois qu'on a inséré le jeu, tisser avant, tisser après, pour vraiment permettre à ce jeu de donner toutes ses potentialités. Donc ça, c'était pour le premier temps, hein, par où commencer. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais bien savoir à quelle place dans la séquence vous voudriez insérer le jeu. Donc là, je revenais hein, sur c'est ce que je vous ai dit à l'oral. Il y a aussi prendre en compte la dynamique globale de la séquence et varier les activités. C'est vrai que quand on crée une séquence, souvent on fait attention à est-ce qu'il y a un temps de travail en groupe, en collectif, est-ce qu'ils vont être sur du numérique par exemple, ou bien plutôt sous un format papier avec des cartes. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte quand vous allez créer votre séquence, cette dynamique globale de votre séquence. Donc ce que je vous disais, hein, j'aimerais bien qu'on fasse un petit temps pour essayer de voir, à votre avis, à quelle place le jeu peut-il intervenir dans la séquence. Qu'est-ce qui peut être pertinent pour insérer un jeu dans une séquence. Je vous propose le deuxième temps sur le WooClap, c'est le même lien, même QR code. Et donc là, vous avez la possibilité de choisir plusieurs choses. Donc, remobiliser des connaissances ou des compétences, découvrir des notions ou des compétences, s'entraîner, automatiser un process, faire du lien ou faire un bilan d'une notion, ou bien évaluer les acquis. Donc, je vous laisse le temps de vous prononcer sur la place à laquelle on peut, de façon pertinente, intégrer le jeu dans la séquence. Alors, on va regarder ce que vous avez proposé. Je repartage mon écran pour que vous puissiez voir vos réponses. Donc, pour une grande partie d'entre vous, c'est intéressant donc pour remobiliser des connaissances ou des compétences. Ensuite, pour découvrir des notions, à égalité avec automatiser,
faire du lien, faire un bilan vous semble un peu moins pertinent et évaluer les acquis, le moins pertinent. En tout cas, pour remobiliser, vous avez l'air d'être tous partants pour utiliser le jeu. Eh bien, en fait, nous, on aime dire à la team qu'il n'y a pas en fait une place particulière pour le jeu. Ça dépend vraiment du jeu que vous allez utiliser, des objectifs qui vont être travaillés par le jeu et de ce que vous voulez en faire. Mais pour nous, il n'y a pas un moment qui n'est pas opportun. La seule chose qu'on n'aime pas trop, c'est évaluer le jeu. Enfin, utiliser le jeu pour évaluer quelque chose. En tout cas, côté élève. Ça peut être très intéressant et on l'utilise, nous, pour évaluer faire une évaluation diagnostique, si vous voulez. En début d'année, par exemple, c'est super intéressant de commencer par un jeu avec des élèves pour voir comment ils sont dans le jeu, est-ce qu'ils respectent les règles que l'on a fixées en termes de coopération, en termes de bruit, comment ils s'organisent, de respect aussi du matériel. C'est assez intéressant pour nous. Mais on n'aime pas évaluer les élèves. Et si vous étiez là hier pendant l'ouverture par Julian Alvarez, vous avez dû voir en fait que il en a parlé aussi comme étant un des écueils, cette pression de l'évaluation qui peut reposer sur les joueurs. Est-ce qu'ils sont vraiment mobilisés dans le jeu quand ils savent qu'ils vont être évalués? Et puis moi, je trouve que ça coupe aussi l'immersion dans le jeu. En fait, si vous voulez vraiment que vos élèves soient à fond dans le jeu, il faut que ce soit un vrai jeu pour jouer, c'est-à-dire un jeu, enfin quelque chose juste pour le plaisir. Et c'est dans un deuxième temps, en fait, qu'on va extraire ce qui était important du jeu. Mais j'aime bien séparer vraiment le temps où les élèves vont jouer et le temps où ensuite on va en extraire le côté pédagogique. Donc j'aime pas rajouter le côté scolaire avec l'évaluation. Par contre, pour la place dans la séquence, nous, on l'utilise à plein de moments. Donc, on peut l'utiliser donc pour remobiliser des connaissances. C'est l'exemple ici, les deux exemples proposés par le premier, c'est Frédéric Richard qui utilise ce jeu. Frédéric Richard, c'est une membre de la team qui est aussi prof de SVT. Et elle utilise un jeu pour voir ce que les élèves ont retenu de ce qu'ils ont fait en CM1, CM2 autour de la classification des êtres vivants. Donc c'est un peu une histoire, voilà, panique à Poudlard. Donc elle les emmène dans l'univers d'Harry Potter et c'est un Geniali qui est utilisé, qui va permettre de remobiliser ce qui reste. Et puis aussi de remettre à niveau, parce qu'il y a certains élèves dans certaines écoles qui vont avoir vu certaines choses et pas tous. Et puis le deuxième exemple, c'est un jeu inspiré un peu un jeu de loi, si vous voulez, entre serpent et échelle et jeu de loi, que j'utilise avec mes élèves en 5e. C'est un jeu que j'ai créé dans ce but, vraiment pour faire le bilan en fin de 5e. Et j'ai un élève qui est venu me voir à une journée porte ouverte, qui était actuellement en seconde, et qui m'a dit « Ah madame, j'ai utilisé un jeu à vous avec ma prof en SVT, et elle s'en est servie pour savoir ce qu'on avait retenu du collège. » Donc là, la collègue, elle l'a utilisé vraiment pour remobiliser sur plusieurs années ce qui avait été vu autour donc celui-là, il s'appelle le chemin de la reproduction. C'est un jeu autour du fonctionnement des appareils reproducteurs. Donc, on peut l'utiliser vraiment en guise d'accroche pour faire le point sur ce qui avait été vu les années précédentes. Ça me permet en même temps de vous présenter des types de jeux pour vous donner des idées. Je vous donnerai des ressources à la fin si vous voulez retrouver les jeux ou d'autres jeux du même genre, peut-être dans d'autres disciplines qu'en sciences. N'hésitez pas, si vous voulez, dans le chat, si vous avez des questions, à les mettre au fur et à mesure. Et puis, je reviendrai dessus pendant ou à la fin de la présentation. Donc, à quelle place on peut aussi l'utiliser? En synthèse d'une activité. Donc là, exemple de gauche, c'est encore un exemple utilisé par Frédéric, qui est un timeline qu'elle utilise à la fin d'une activité sur les différentes échelles du vivant, donc de l'atome jusqu'à l'organisme. Et à la toute fin de l'activité, elle va utiliser ce petit timeline, donc là qui n'est pas en fait chronologique, mais qui est, j'allais dire géographique, mais en tout cas morphologique plutôt. Et donc les élèves vont devoir placer les cartes en fonction de la taille des éléments les uns par rapport aux autres. Et elle le fait donc tout de suite après son activité. Le jeu qui est en bas à droite, c'est un jeu que j'utilise moi avec mes élèves de 6e.
C'est un jeu inspiré du Jungle Speed. Donc le but du Jungle Speed, c'est d'attraper le totem, hein, là, qui est représenté par un compte-gouttes, lorsqu'il y a 2 cartes identiques. Ça, c'est le jeu de départ. Et en fait, moi, je le détourne en ne mettant pas 2 cartes identiques, mais 2 cartes qui vont ensemble. Donc ici, c'est un travail sur les formes d'énergie, hein. Les élèves ont découvert les différentes formes d'énergie, comment se passait la conversion d'énergie dans un convertisseur, par exemple. Et ils vont devoir attraper le totem quand on a un exemple d'objet et une forme d'énergie qui correspond. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez un four, vous avez énergie thermique, l'élève doit attraper le totem. Donc, ça permettait de faire une synthèse de ce qui avait été vu sur les différentes formes d'énergie. Et ce Jungle Speed-là, il peut être détourné dans plein de cas. Il suffit qu'il y ait une association en fait, d'idées à faire et ça fonctionne très bien. Possible aussi d'utiliser le jeu pour découvrir des notions. C'est peut-être moins spontané et en général, c'est des retours que nous font les collègues. Ils ont beaucoup plus de facilité à utiliser le jeu en révision ou en fin de séquence, enfin en fin d'activité. Mais on peut utiliser le jeu pour découvrir des notions. Donc là, c'est encore un exemple que Frédéric avait partagé. C'est un exemple d'un jeu de 7 familles autour des ressources que propose la planète. Et donc ces familles, c'est ressources fossiles, ressources océaniques, ou les ressources pour la construction. Et donc les élèves vont jouer au jeu de cette famille et à l'issue du jeu, ils vont pouvoir compléter un tableau bilan avec les éléments des différentes familles. Donc là, eux, ça va leur permettre de découvrir ces notions. Et on peut aussi améliorer un petit peu l'efficacité pédagogique du jeu, hein, cet équilibre entre le ludique et le pédagogique, en mettant des questions en fait sur les cartes. Et pour gagner la carte, l'élève va devoir bien répondre à la question qui va lui être posée par celui qui la détient. Et ça permet d'augmenter en fait l'implication des élèves. Ils vont devoir lire ce qui est écrit sur les cartes. Et donc c'est intéressant comme ça. J'aime bien aussi, dans le découvrir des notions, utiliser des escape games. C'est vrai que c'est des jeux où on n'est pas dans un premier niveau d'entrée, hein, c'est des jeux qui demandent un peu plus de temps de conception, mais il y a aussi des collègues qui en partagent déjà créés. Hein, ça sert de réinventer quand il y a le jeu qui nous convient. Et les escape games, ça va être très intéressant pour tisser après tout le reste de la séquence, puisqu'on va pouvoir reprendre chacune des énigmes et en faire un objet d'apprentissage ensuite plus approfondi pour une fois qu'on aura extrait les informations. Donc c'est possible hein, d'utiliser le jeu pour découvrir des notions. Le set famille s'y prête bien. Voilà. Après, en fonction des différents types, enfin les escape games aussi, en fonction des différents types de jeux, effectivement, il y a des jeux où il faut avoir déjà les connaissances pour pouvoir jouer. C'est possible d'utiliser aussi le jeu pour faire du lien entre plusieurs notions qui auraient été vues dans différentes activités. Moi, j'aime bien utiliser ce jeu-là qui s'appelle Défi Fleur, que j'ai créé en m'inspirant d'un jeu ABBA qui est mon premier verger. C'est peut-être s'il y a des parents de jeunes enfants qui connaissent, c'est un jeu coopératif. Et en fait, on va gagner contre le temps qui passe dans cet exemple-là. Dans l'exemple du départ, en fait, les enfants doivent collecter des fruits et des légumes dans un verger. Enfin, des fruits d'ailleurs, il n'y a pas de légumes. Et ils se battent contre un corbeau qui se rapproche du verger pour pouvoir manger les fruits. Et donc ici, moi, je l'ai détourné en représentant en fait le temps qui passe. Ici, vous voyez, il y a un cycle de vie qui est dessiné. Et les élèves ont un lancer de dés à effectuer. Et sur le dé, il y a 2 possibilités. Soit ils vont piocher la fleur, soit ils vont piocher soit ils vont tomber sur le sablier. S'ils tombent sur le sablier, ils vont devoir faire avancer le sablier sur le cycle de vie. Et lorsque le sablier aura fait un tour, eh bien c'est le temps qui aura gagné et les élèves auront perdu. Et quand ils tombent sur le dé sur fleur, ils vont avoir possibilité de piocher une des parties de la fleur que vous voyez tout en bas de l'image. Et chaque partie correspond à une question qui va être posée. Donc l'élève qui joue pose la question aux autres membres de l'équipe, ils peuvent se concerter, et s'ils ont la bonne réponse, ils gagnent la pièce de la fleur. Il y a 7 pièces florales, en plus ça me permet de réviser du coup les différents éléments de la fleur, et les questions portent du coup sur la reproduction chez la plante, les différentes parties de la fleur, et puis ça me permet aussi de faire du lien, puisque sur le sablier évolue autour du cycle de vie de la plante, qui est aussi rappelé sur le petit schéma. Donc moi, ça me permet de rapprocher les différentes pièces du puzzle, hein, si on veut rester dans le vocabulaire du jeu,
pour que les élèves aient une vision globale du chapitre. On peut se servir du jeu pour réviser, hein. Donc là, en général, c'est vraiment ce que les collègues utilisent le plus spontanément. Ici à gauche, vous avez un exemple d'un trinomino fabriqué par la collègue. Vous avez aussi un jeu encore un jeu de sciences, hein, par une collègue qui a fait un espèce de jeu de révision pour préparer ses élèves au DNB avec des questions sur l'année. Donc vous avez les différentes thématiques des questions en fonction des couleurs de cartes, donc en fonction des différentes parties du programme. On aime bien aussi à la Team Ludens utiliser, je vous mets le nom enfin la référence dans le chat, WordWall. C'est un exerciser en ligne. Alors vous connaissez peut-être Learning Apps qui fait des jeux où on peut faire des jeux très facilement. Mais Learning Apps, il n'est pas super méga ludique, hein, à part la course de chevaux et puis le pendu peut-être, ou le qui veut gagner des millions. Mais sinon, voilà, ça reste un exerciser qui est pas extra ludique. Et donc, nous, on aime bien cette haute version. Alors, WordWall, il a une version gratuite où on peut créer 5 jeux gratuitement. Et puis après, il y a une partie payante. Mais alors, je crois que c'est 5 € par mois, hein, c'est pas très très cher. Et surtout, il y a une bibliothèque de jeux créée par les collègues qui est en accès libre en fait. Donc vous pouvez peut-être trouver chaussures à votre pied. Donc voilà, et donc là vous avez deux captures d'écran pour WordWall. Donc à gauche, moi j'aime bien l'utiliser en jeu de révision que je mets à disposition de mes élèves en fait une fois on a terminé le chapitre. Donc ici il faut associer en fait la définition le mot avec sa définition. Donc il faut lâcher la caisse au bon moment en éclatant le petit ballon. Et puis à droite c'est un tap-taupe. Donc il faut taper les éléments justes. Et puis il y a un système de petits classements. Donc en fait c'est la bagarre entre les élèves. Ils veulent être en haut du classement, donc ils refont le jeu un certain nombre de fois. Et on sait qu'avec les sciences cognitives que c'est assez efficace. On peut aussi discuter, hein, si vous voulez, de l'intérêt du jeu en fait pour les apprentissages. Hein. Je pourrais vous mettre, si ça vous dit, à la fin, un article que j'ai écrit sur mon blog qui au regard des sciences cognitives, justement, explique en quoi le jeu, c'est un super bon levier pour les apprentissages. Un élément hyper important si vous insérez un jeu dans votre séquence, c'est de penser l'après-jeu. En fait, le jeu en lui-même, l'élève, il n'est pas en train d'apprendre. D'ailleurs, Eric Sanchez, il dit souvent... Attendez, je branche mon ordinateur, parce que j'ai plus de batterie. Eric Sanchez, il dit souvent qu'on n'apprend pas en fait du jeu en lui-même, on apprend en fait de l'expérience qu'on fait du jeu. C'est-à-dire que il va falloir revenir sur le jeu pour pouvoir en extraire et apporter, j'allais dire un temps méta, mais on n'en est pas jusque-là, mais quand même un petit peu, hein, d'analyse de ce qu'on a fait dans le jeu et ce qu'on va en retenir. Et pour faire ce débriefing, on vous a mis à disposition une ludofiche sur notre site internet, ludofiche qui explique un petit peu les différentes astuces que vous pouvez pour débriefer. Vous pourrez la retrouver sur notre site. Je vous mettrai le lien si vous voulez tout à l'heure. En fait, le débriefing, il est super important pour deux choses. La première chose, il va falloir un petit temps pour sortir les élèves du jeu. C'est-à-dire qu'en général, quand le jeu il est assez immersif ou quand les élèves ont joué avec beaucoup d'entrain, ils mettent un petit temps à redescendre. C'est un petit peu comme cette entrée en classe après la récréation, où vous voyez, on va faire un petit rituel de début de cours pour engager les élèves. Et ce temps-là, il est important de revenir sur voilà, comment vous vous êtes senti dans le jeu, est-ce que ça a marché, pas marché, qu'est-ce qui vous a mis en difficulté. Donc voilà, ça c'est un temps important qu'il ne faut pas négliger et qui est bien de faire pendant la séance. C'est-à-dire autant l'autre partie du débriefing, on peut le prévoir dans une séance suivante, autant ce recueil des émotions, c'est bien de le faire à la fin du jeu. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je fais un escape game sur une séance, laisser 5 minutes, une fois que le jeu, enfin le décompte final est terminé, pour qu'on ait ce temps de recueil des émotions, qui peut être un petit temps individuel pendant, je sais pas, 1 ou 2 minutes, chaque élève note 3 mots de ce qu'il a vécu pendant le jeu, et puis ensuite on peut les partager ensemble. Et puis il y a un deuxième temps qui va être le temps pour institutionnaliser les connaissances acquises d'un jeu. En fait, parfois les élèves, ils n'ont pas l'impression d'avoir appris des choses, et si vous les écoutez à la sortie du jeu, ils vont vous dire « Ah bah, qu'est-ce que vous avez fait ? Ah bah, aujourd'hui j'ai joué ».
mais en fait, ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont appris. Et ça va être le boulot de l'enseignant, de leur permettre d'extraire les connaissances apprises dans le jeu. Et pour faire ce débriefing, cette partie du débriefing, on peut utiliser plusieurs techniques, j'allais dire d'animation. Alors on va me dire, on n'est pas des animateurs, mais pour autant, il y a des temps d'animation, de travail collectif. Et puis moi, j'ai un parcours. Moi, j'ai commencé avant d'être prof. J'ai commencé dans l'animation quand j'étais jeune, on va dire, avant de passer le CAPES, même si j'ai fait des études pour être prof. J'ai pas eu c'est pas une reconversion professionnelle, mais j'ai commencé assez jeune dans l'animation. Et par exemple, une des solutions que nous on utilise pour faire émerger les connaissances ou les compétences travaillées dans le jeu, c'est la carte mentale collaborative qu'on va créer. Donc moi je la fais directement à la main au tableau, mais on peut utiliser aussi un outil numérique. La suite de la digitale propose un outil pour faire des cartes mentales numériques. Donc voilà, les élèves, on dit, on reprend chaque énigme. Voilà, par exemple, dans telle énigme, vous avez travaillé telle chose. Qu'est-ce que ça nous a permis d'apprendre? Je vous donne un exemple concret qui est dans la ludofiche. Je fais un escape game avec mes élèves sur l'eau. Et les élèves, à un moment dans le jeu, au fil des indices qu'ils vont récolter, ils vont devoir verser de l'eau dans un Erlenmeyer. Vous voyez ce récipient qui est surmonté d'un bouchon avec des trous. Donc eux, à côté, ils ont un compte-gouttes et ils se rendent compte qu'ils vont devoir verser l'eau à l'intérieur. Quand ils versent l'eau, waouh, le sucre qui était au fond de l'Erlenmeyer va commencer à se dissoudre. Et puis les petits papiers, par différence de densité, vont remonter aussi à la surface. Et sur ces papiers, il y a le code qui permet d'ouvrir un des cadenas du jeu. Quand ils vont jouer, eux, ils vont vivre une dissolution, ils vont l'éprouver, ils vont parler aussi de cet effet de la densité là qui va faire remonter le papier. Mais ils ne vont pas institutionnaliser avec des mots de qu'est-ce que c'est qu'une dissolution, qu'est-ce qui se passe. Et donc, quand on revient sur le jeu, je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous avez dû faire pendant l'énigme, qu'est-ce que ça nous a appris. Certains élèves vont ressortir le mot dissolution et ils vont s'en souvenir parce que c'était dans un des indices. Et puis, on va réexpliquer, voilà, le sucre était sous quelle forme? Ok, il était solide. Vous voyez, on va décortiquer ce qui s'est passé et on va mettre des mots dessus. Et en fait, cette institutionnalisation, c'est la même que celle que vous faites quand vous faites une activité on va en prendre une activité très classique de découverte, je sais pas, on est en histoire géo, on a une peinture, les élèves ont des questions sur ce document et à la fin, l'enseignant va reposer certains éléments importants avec le vocabulaire et on va faire la trace écrite dans le cahier de ce qu'il faudra retenir. C'est exactement la même chose. Mais parfois, si vous voulez, comme on sort d'une activité scolaire, les collègues pensent pas forcément à avoir ce temps de débriefing. Autre possibilité pour faire le débriefing, c'est de faire des captures d'écran du jeu et utiliser les visuels du jeu pour permettre aux élèves d'expliquer ce qui s'est passé, d'avoir un support en fait pour présenter ce qui s'était passé. Moi, je vais même plus loin puisque j'utilise ces visuels-là pour faire une sorte d'activité à manipuler pour que les élèves puissent replacer des éléments importants. Je vous recontextualise pour vous donner des exemples précis. J'utilise un jeu que j'ai créé qui est un escape game avec des cartes, un peu façon histoire dont on est le héros. En fait, les élèves, ils ont un petit jardin qui est pas du tout favorable à la biodiversité. Et au fur et à mesure du jeu, ils vont avoir des choix effectués pour tantôt changer la haie, pour planter une essence qui va être intéressante pour les oiseaux, par exemple, ou plutôt mettre du grillage, ce qui va pas être très intéressant dans le cas de favoriser la biodiversité. Ils vont pouvoir construire une mare, ils vont pouvoir passer la tondeuse partout, tout ratiboiser, ou bien laisser des petits espaces, des petites touffes sauvages. Voilà, ils vont avoir des choix à faire. Et à la fin du jeu, ils vont avoir un pourcentage de bonus de biodiversité qui va leur dire s'ils ont gagné ou pas. Ils vont pouvoir recommencer le jeu. Et du coup, à la fin, je mets des visuels du jeu et ils vont devoir classer est-ce que c'est favorable ou défavorable à la biodiversité. Et sur ces cartes, ils vont avoir, par exemple, sur le visuel, il va y avoir construire un nichoir pour les oiseaux. Et puis, s'ils ne se souviennent plus si c'est favorable ou défavorable, à l'arrière de cette carte, ils ont ce que l'application affiche quand ils ont fait ce choix-là. Par exemple, super, construire un nichoir va permettre aux oiseaux de se protéger plus facilement la nuit. Et ils vont venir donc, enfin en hiver, pardon.
et ils vont venir plus facilement dans ton jardin et ça va être favorable pour la biodiversité dans ton jardin. Et en fait, avec cet outil-là, ils vont pouvoir classer donc favorable ou défavorable. Et une fois qu'ils auront classé les différentes étiquettes, eh bien, on fait une photo et c'est ça où ils recopient dans leur cahier sous forme d'un tableau. Et c'est ça qui va nous servir de trace écrite. Donc ça, c'est une autre possibilité pour débriefer. Vous avez un autre exemple qui vous est donné, c'est le set de table. Donc, le set de table, en principe, une grande feuille à 3 ou même à 4 seulement si vous avez des élèves dans les petites classes qui vont écrire assez peu. Chaque élève devant lui a un petit coin de la feuille. On imagine 4 élèves assis autour de la table. Et chaque élève note dans son coin tout ce qu'il a retenu du jeu, ce qui lui semble important, ce que selon lui le prof a voulu lui faire travailler, ce qu'on en retient. Et puis à la fin, une fois que chaque élève individuellement a pris ce temps-là pour faire un point, de faire une synthèse commune par table. Donc moi, je l'utilise en général en posant une question différente par groupe, ce qui permet en fait de balayer l'ensemble de ce que je voulais faire sortir du jeu. Je pourrais vous donner un exemple, si vous voulez, dans le chat, d'un set de table décliné en fonction d'un escape game que j'utilise avec mes élèves. Et puis enfin, il y a certains membres de la team Ludens qui aiment bien utiliser les debrief cards. Donc c'est des cartes qui permettent de faciliter en fait la prise de parole des élèves. On leur distribue à chacun une carte et sur ces cartes il y a, je sais pas, par exemple, si tu devais recommencer le jeu, qu'est-ce que tu ferais différemment? Cite trois émotions que tu as ressenties pendant le jeu. Si tu devais dégager un élément d'apprentissage que tu as construit dans le jeu, ce serait lequel? Voilà. Ou si tu devais, je sais pas, poser une question d'évaluation sur un élément du jeu, ce serait quoi? Enfin, vous voyez, il y a plein à la fois pour les émotions et à la fois pour la construction des notions, il y a plein d'éléments intéressants à utiliser. Donc ça, c'est pour le débriefing, vraiment étape hyper importante à l'issue du jeu si vous construisez votre séquence. Il y a aussi dans la construction dans le fait d'insérer un jeu dans une séquence, il y a aussi toute la partie organisation qui est hyper importante à avoir anticipée. C'est-à-dire comment je vais disposer ma classe, comment je vais présenter les règles du jeu, est-ce que je vais les donner à tout le monde, est-ce que je vais utiliser un support visuel, est-ce que je vais faire une fausse partie pour montrer comment on joue, est-ce que je vais distribuer les règles sous format papier et chaque groupe aura des règles, va les lire, et puis je vais passer expliquer si besoin. Vous voyez, toutes ces modalités-là d'organisation, elles sont importantes. Est-ce que tous mes élèves vont jouer en même temps? Ou est-ce que je vais, par exemple, couper ma classe en deux pour éviter d'avoir à multiplier les supports de jeu? Et puis, il y a un groupe d'élèves qui va faire un atelier sur carrément autre chose, et puis un groupe qui va jouer. Et donc, pour vous aider à vous projeter là-dedans, on vous a mis, en plus de la ludofiche qui s'appelle « Insérer un jeu dans une séquence », d'où ce webinaire est extrait, puisqu'en fait, on s'est basé sur cette ludofiche pour construire cet atelier. On vous a mis à la suite l'image que vous avez là, qui peut vous aider en fait à poser toutes les bases, un peu comme on le fait dans un cahier journal en fait, quand on met en place une séquence pédagogique pour ne rien oublier dans les modalités. Donc vous voyez que ça commence par les compétences ou les notions qui vont être travaillées par le jeu. Donc c'est par là qu'on commence. À quelle place dans la séquence, début, fin, en fonction des objectifs que vous avez fixés. Et puis donc les modalités, je vous en ai parlé, les règles du jeu, je viens de vous en parler, et puis le débriefing dont on vient aussi largement de parler. Donc cet outil-là peut vous aider, il est sous plusieurs formats si vous voulez l'utiliser. D'autres ressources qu'on peut partager si vous ne voulez pas créer un jeu ou alors si vous voulez être inspiré pour créer votre jeu. On avait créé il y a quelque temps le calendrier pour aller de l'avant, dans lequel on a donné plein d'exemples de grands jeux classiques qu'on a détournés pour en faire des jeux pédagogiques. Donc il y a l'essai de famille, Double, Timeline, Qui est, Time's Up, enfin, que des jeux très simples. Et on vous montre comment on l'a décliné dans plusieurs disciplines. Alors, à la Team Ludens, on couvre pas toutes les disciplines, mais ça peut vous donner des idées et c'est assez facilement transposable, je pense, dans les différentes disciplines. Et si vous voulez, cet après-midi, vous avez plusieurs ateliers qui vont vous permettre de créer ces jeux-là, si vous voulez, notamment donc Double, cette famille et Timeline. Et il y a aussi un atelier sur créer un escape game.
que vous pouvez du coup auquel vous pouvez participer si vous voulez créer votre propre jeu dans le but de l'insérer dans une séquence pédagogique. Il y aura aussi cet après-midi un ludatelier pour réfléchir justement et passer à l'action. C'est hyper important pour nous dans la Team Ludens de se dire que suivre comme ça un atelier d'échange de pratiques, c'est pas suffisant pour s'approprier une pratique. Et à un moment, il faut mettre les mains dedans, il faut aller, faut se jeter dans l'action. Et donc c'est pour ça qu'on propose l'après-midi des ludateliers. Et dans le ludatelier insérer un jeu dans une séquence pédagogique, eh bien vous pourrez vous projeter concrètement à comment vous allez débriefer, comment vous allez présenter les règles du jeu. Vous allez avoir un temps pour le faire si vous voulez. Il y a aussi d'autres jeux qui sont partagés sur notre site internet. On a une page exprès avec les jeux qu'on a créés et qu'on met à disposition des collègues. Tout est gratuit, il suffit de cliquer et parfois d'imprimer si c'est un jeu qui n'est pas un jeu numérique. Et puis, vous pouvez nous retrouver, nous envoyer un mail, nous retrouver sur notre groupe Facebook. Alors, on a une page Facebook et on a aussi un groupe dans lequel vous pouvez poser vos questions, partager vos productions si vous voulez. Et puis, on est aussi sur LinkedIn et sur Twitter. Voilà pour moi ce que j'avais à vous dire. Juste peut-être aussi vous parler de notre... je vais aller chercher le lien de notre petit cahier, puisque... nous sortons régulièrement un magazine qui est gratuit et qui permet de faire le lien entre la recherche et les pratiques de classe. Il tourne autour, alors au départ vraiment du jeu pédagogique, mais en fait, on parle de pédagogie active en général, puisque dans la Team Ludens, on n'est pas que sur du jeu pédagogique. On fait aussi beaucoup de choses. Je vais vous partager mon écran, comme ça, je vais vous teaser avec donc cette petite vidéo du prochain cahier qui sort. Hop. Hop, voilà, donc notre prochain cahier sur la coopération avec encore plein d'experts et de collègues qui vont partager à la fois l'avancée de la recherche, mais aussi leurs pratiques de classe. Et donc, on a plein de cahiers aussi qui portent sur le jeu pédagogique. On a des cahiers donc soit thématiques sur un outil ou sur un type de jeu, soit sur des thèmes de société. Donc, par exemple, on a des cahiers qui vont être sur les jeux vidéo, mais on a des cahiers sur le développement durable. Vous voyez, en fait, c'est soit le type de jeu, soit une thématique globale. Donc là, on est sur la coopération pour ce premier volume, après 2 volumes sur les jeux vidéo. Et donc, il y aura un volume 2 sur la coopération aussi. Et donc, dans les petits cahiers Ludens, vous allez retrouver pas mal de pistes aussi pour intégrer le jeu dans vos séquences, puisque les collègues partagent leurs pratiques et donnent des exemples concrets de ce qu'ils font en classe avec leurs élèves. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup parlé. C'est vrai que parfois, il y a des échanges avec le chat. Là, vous avez écouté sans dire mot. Parmi les livres conseillés sur votre site, s'il fallait en acheter un seul, lequel recommanderiez-vous? Ouais, c'est difficile de faire ça parce que ça dépend. Ça dépend, est-ce que tu veux quelque chose de disciplinaire ou pas? Et si oui, t'es dans quelle discipline? Ouais. Je pense que sinon, je pense qu'il y a deux. Enfin,
Julian Alvarez et Eric Sanchez. Je vais pas t'en donner un des deux parmi les deux, mais je pense que ça fait partie des incontournables, de ceux qui sont intéressants de lire. Le lien vers le jeu sur le développement durable. Alors j'ai fait plein de jeux sur le développement durable. Ah, le jardin. Alors, je vais vous partager, j'ai toujours un partage d'écran. Non, je vais vous partager mon écran et je vais vous emmener visiter les endroits sympas à aller voir sur le site de la Team Ludens. Alors, donc, sur notre site, donc là, je vois plus le chat par contre, donc je reviens vous voir après, hein, je vous montre. Donc, sur accompagnement, vous avez donc les ludofiches, qui sont des fiches en une page. Vous allez avoir des choses intéressantes. Donc, par exemple, une ludofiche pour faire un set famille, pour faire un timeline, plein de ressources et outils pour la ludification. C'est un condensé en fait de plein de pistes sur notre site. Débriefer les jeux, intégrer un jeu dans une séquence. Sur le jeu pédagogique, créer un jeu de cartes pédagogique, créer une histoire dont on est le héros. Vous allez avoir découvrir les escape games, voilà, générer un double. Ça, c'est les ludofiches. Vous avez aussi les webinaires qu'on fait habituellement au fil du temps. Là, on a condensé pendant cette ludiversité, mais régulièrement, on fait des webinaires pour évoquer soit des pratiques de classe, soit faire réfléchir sur comment articuler le jeu avec le reste de la séquence. Donc, par exemple, débriefer, c'est bien joué, intégrer un jeu. Le jeu pour mémoriser, les escape games pédagogiques. Voilà. Et puis, il y a des choses aussi autour du plan de travail, puisque je vous dis, comme on est pas que sur le jeu, mais aussi sur les pédagogies actives. Donc ça, c'est des webinaires que vous pouvez regarder. Et dans nos créations, donc vous avez les petits cahiers Ludens, donc ceux dont je viens de vous parler sur les petits cahiers, où vous pouvez les retrouver. Hein, ils sont à consulter en ligne ou à télécharger et gratuitement. Et puis, vous avez aussi nos jeux ici. Et donc, dans nos jeux, alors, on essaye de mettre à jour, hein, mais on est comme vous, on a nos classes, nos élèves. Donc, voilà, on fait en fonction du temps qu'on a. On a mis donc en fonction de nos disciplines. Donc, par exemple, le jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure est un SVT. Et il s'appelle Le Jardin dont vous êtes le héros. Donc, si vous descendez, il est ici. Et donc, tous les articles se présentent un peu de la même manière. Hein. Vous avez les objectifs, la présentation du jeu. S'il y a un teaser, par exemple, celui-ci, il a un teaser vidéo présent pour annoncer le jeu aux élèves. Et puis, vous avez le lien après vers les ressources que vous avez plus qu'à imprimer. Ça, c'était pour nos... ouais, non, c'est ce que je... Sur le site, c'est ça. Et puis après, si vous voulez retrouver... si vous êtes en sciences et que vous voulez retrouver particulièrement... des choses autour de la science, des sciences, eh bien, ça c'est mon blog. Et donc dans les jeux ici, vous allez retrouver aussi tous mes jeux. Il y a certains jeux que je mets pas forcément sur le site de la team, et puis il y a aussi des activités à manipuler que je mets pas forcément sur le site de la team Ludens. Je le mets sur le site de la team quand je vois vraiment que j'ai un certain recul pour dire que c'est un jeu qui va être pertinent. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, pas de questions? C'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas, hein, si, même on peut, j'allais dire, on peut déborder un peu au-delà de intégrer un jeu dans une séquence, hein, si vous voulez. On peut être sur la création ou n'hésitez pas vraiment, profitez-en. Alors pour cet après-midi, donc le principe de l'activité de cet après-midi, c'est vraiment de te projeter avec un jeu que tu vas avoir choisi ou que tu vas avoir imaginé, s'il n'existe pas déjà.
et tu vas essayer de construire toute ta séquence autour de ce jeu. Donc tu vas réfléchir à quelle place tu vas le mettre. Tu peux commencer à réfléchir à ce que tu demanderais pour débriefer, comment tu vas organiser ta classe. En fait, c'est vraiment un temps où tu vas construire ta séquence, comme tu pourrais le faire tout seul dans ton coin. Mais là, l'avantage, c'est que peut-être que tu peux y réfléchir avec des collègues qui auraient envie de travailler sur la même thématique que toi. Et puis avoir la possibilité d'échanger du coup en ouvrant ton micro, en posant une question dans le chat, en disant tiens là je m'interroge, est-ce que vous pensez que c'est pertinent comme ça, comme si voilà, avec la possibilité d'avoir quelqu'un à côté qui a une expérience de l'utilisation du jeu en classe pour répondre à tes questions. Y a-t-il un jeu plus plébiscité que les autres dans votre expérience? Si oui, pourquoi? Alors les élèves adorent le Jungle Speed. Ils l'aiment bien. J'ai aussi créé un jeu où les élèves doivent manipuler. Il y a des petites expériences à réaliser. C'est un peu comme un jeu, je sais pas comment le dire. C'est un bingo, mais c'est un peu une inspiration de plein de jeux. Mais en tout cas, il y a l'idée qu'ils jouent. Donc il y a un côté lancer de dés, tout ça. Mais en même temps, il y a des petites expériences à faire. Donc ça, ils les aiment bien parce que ça fait, puis pédagogiquement en sciences, je trouve que c'est intéressant d'avoir mes deux pieds en fait dans à la fois le jeu et à la fois la manipulation, le côté TP de sciences. Puis les escape games, ils adorent. Les escape games, ils adorent. Après, moi, je suis en rep, j'ai des élèves qui sont pas toujours très engagés et pour qui le fait de pas savoir tout de suite la réponse peut les mettre un peu en difficulté. Et en fait, dans l'escape game, j'aime bien voir des personnalités se révéler. Il y a des élèves qui sont pas du tout scolaires et qui vont quand même réussir à s'accrocher. Et moi, j'aime beaucoup m'en servir après en disant en classe, mais tu te rappelles, pendant l'escape game, t'avais trouvé ça dur, t'étais sur le point de lâcher, je t'ai remobilisé, et puis au final, t'as réussi à résoudre l'énigme, mais alors qu'en fait, c'était super difficile. Et garde cette motivation en classe. C'est pareil en classe, des fois, tu lis la consigne, tu comprends pas ce qu'il faut faire. Mais si tu lâches, en fait, c'est sûr que tu comprendras pas, quoi. Donc les escape games, ils aiment bien. Quand je leur dis devant la porte, asseyez-vous par groupe, je veux 4 groupes, je veux 4 équipes, vous vous asseyez par terre. Là, ils savent ce que je vais faire et ils sont contents. Après, je fais pas 200 escape games dans l'année, hein. J'en fais en général 1 ou 2, allez, 2 par an, par niveau en fait, 2 par niveau de classe. Et souvent un numérique et un en salle. Mais en fait, il y a des petits jeux très simples que les élèves aiment beaucoup. Et le fait de jouer, alors je sais pas si c'était je me souviens un peu si c'était dans le primaire ou dans le secondaire, mais dans le primaire, ils sont habitués à jouer et les profs des écoles, ils savent très bien le pouvoir du jeu et dans le secondaire, ils sont pas du tout habitués à jouer les élèves. Donc en fait, déjà rien que le fait de jouer, ils sont contents, hein. Après, ça plaît pas toujours à tout le monde, hein. Il y a des élèves qui n'aiment pas jouer, hein. De toute façon, vous aurez jamais 100% d'élèves. Quand même, c'est assez rare, hein, les élèves qui ne veulent pas du tout jouer si c'est amené avec un teaser et tout. Alors oui, moi je propose des jeux à jouer à la maison, les jeux de révision type Word Wall là. C'est des jeux que je propose pour les élèves pour réviser. Et puis en fait pendant le confinement, j'ai créé des escape games numériques. Alors moi j'aime pas du tout, enfin moi je suis pas très jeu numérique de façon générale. En classe en fait je fais rarement des jeux numériques. Mais l'avantage du numérique, c'est que du coup, tu peux le donner à faire à la maison. Et pendant le Covid, moi, je revenais de congé de maternité. Juste, on a confiné 2 semaines après. Donc, je connaissais pas mes élèves, je les avais pas vus de l'année. C'était pour mon 3e enfant, donc j'avais pas fait du tout le début de l'année. Hyper difficile de créer un lien avec mes élèves alors que je les avais jamais rencontrés. J'avais beaucoup d'élèves de 6e, j'avais des élèves de 5e, donc que j'avais pas eu en 6e. Et je me suis dit, bon, comment tu fais pour les raccrocher? Bah écoute, fais ce que tu sais faire, fais-les jouer. Et donc j'ai créé des escape games à faire en ligne sur Geniali. Et je les ai donnés à faire à la maison avec les parents en fait. J'avais dit aux élèves, bah voilà, je vous propose un escape game. Vous pouvez le faire en ligne peut-être avec un copain ou une copine en étant par téléphone, parce qu'à l'époque les systèmes de visio c'était un peu compliqué. Hein. Et maintenant je ferais différemment, mais à l'époque même moi, pour moi c'était pas forcément évident. Après j'ai appris, donc j'avais réussi à faire des équipes dans
dans la visio en fait des groupes pour que les élèves puissent jouer en équipe. Et les parents m'en ont reparlé après le confinement, même à la rentrée l'année suivante. Quand on avait fait la première réunion parents-prof, il y a plein de parents qui m'ont dit « Oh, c'était génial, les escape games, on a joué avec nos enfants, c'était super ». Et du coup, ça m'a donné envie de continuer à donner des activités à faire en famille sous forme d'un jeu. Et je fais alors c'est plus ou moins en forme de jeu, mais je leur ai donné un calendrier de l'avancée de mes connaissances scientifiques, où ils ont des petites expériences à réaliser à la maison avec les parents. Et puis pour la visite de l'établissement aussi, l'idée de faire une visite soit très traditionnelle, soit une visite sous forme de géocaching. Donc ouais, moi j'aime bien l'idée d'impliquer les parents. Et après j'ai fait des jeux vidéo, mais le problème c'est que c'est un peu compliqué enfin c'est un peu long quoi. Et là je voudrais tester un truc, mais bon pour l'instant bon c'est dans les tuyaux, mais c'est pas encore. J'aimerais bien créer une mallette en fait de jeux qui pourrait aller de famille en famille, un peu comme on le fait, comme enfin ça m'est venu quand j'ai vu mes enfants à la maternelle qui ramènent la mascotte de l'école. Et donc du coup tu dois faire des trucs avec la mascotte, et le gamin quand il revient en classe il est content de raconter, et donc ça permet de développer le langage, et ça fait un lien avec les parents, l'école. Moi j'ai trouvé ça super, les enfants étaient ravis, donc voilà. Et je me suis dit ça peut être pas mal d'emmener un jeu à la maison et de proposer aux enfants de jouer en famille et de faire un retour après. Le seul problème que j'ai avec ça, il est de deux ordres, c'est très inégalitaire, parce que j'ai des élèves, je sais bien qu'ils vont pas pouvoir jouer avec leur famille. Et donc moi, ça me pose toujours question de ces élèves-là. Est-ce que le fait de repartir à la maison avec le jeu fait que les parents vont quand même prendre le temps, trouver le temps de jouer avec leurs enfants? Quid de tous mes élèves enfin de tous, j'en ai pas 50, mais j'en ai plusieurs qui sont en famille d'accueil, qui sont dans des foyers. C'est pas toujours facile. Voilà, il faut voir comment tu l'amènes. Il faut éviter d'utiliser le mot parent, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais j'aime bien, en tout cas, donner en fait, chaque fois que je donne des devoirs maison à mes élèves, il y a une partie justement à faire avec leur entourage. Moi, je dis, voilà, vous faites avec vos proches. J'utilise le mot proche parce que bon, c'est toujours un peu compliqué. Par exemple, là, mes élèves, ils ont un DM à faire, c'est une enquête sur comment trouver les bons gestes pour économiser l'eau. Ils peuvent faire un herbier, par exemple. Et donc, ça, c'est des choses, je leur dis, bah, voilà, profitez de vos familles pour vous aider. Ou bien un exposé sur le tabac. Je leur dis, bah voilà, vous pouvez questionner des gens autour de vous pour savoir est-ce qu'ils ont eu de la facilité ou pas à arrêter, quelles stratégies ils ont utilisées, quelles émotions ils ressentent quand ils essayent d'arrêter mais qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, vous voyez, j'essaye d'impliquer. Voilà. Ça prend du temps, ouais. C'est pour ça, moi, je laisse toujours la porte ouverte. Je dis, vous pouvez jouer avec vos familles, comme quand j'avais donné l'escape game. Je dis, vous pouvez le faire avec des copains ou des copines, mais vous pouvez aussi le faire avec vos frères et vos sœurs, vos parents, vos amis. Voilà. Mais ouais, ça prend du temps. Mais enfin, moi, j'ai beaucoup d'élèves dont les parents bossent au chantier de l'Atlantique, hein, dans les chantiers navals, et qui ont des horaires décalés et tout. Donc c'est vrai que c'est difficile en tant que prof de me dire je vais leur demander de faire ça alors que leurs journées sont déjà bien chargées, quoi. Donc c'est dans les tuyaux, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. J'ai pas encore abouti ce truc, mais j'aimerais bien faire ce truc-là. Et ça serait un jeu du coup que les élèves ne connaîtraient pas, que les élèves n'auraient pas joué en classe. Après, ce qu'il faut, c'est garder assez ouvert, quoi. Vous pouvez jouer avec des copains, des copines, de pas obliger que ce soit avec forcément les parents. Mais voilà. Et puis la question de quel matériel, comment il me revient, est-ce qu'il est complet, pas complet, qu'est-ce que je fais si l'élève me rapporte pas. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de contraintes. Mais c'est hyper intéressant. Le lien avec les familles. En tout cas, je sais que les parents aiment beaucoup le fonctionnement de ma classe. Et communiquer avec les parents et être explicite avec les parents, c'est hyper important pour moi. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo en fait pour expliquer comment ça fonctionne dans ma classe, comment les parents peuvent aider leurs enfants
que je donne au début d'année aux parents pour qu'ils puissent comprendre un peu ce qu'on fait. C'est vrai que quand les élèves reviennent à la maison, ah j'ai utilisé mon téléphone, avec la prof, en fait on a joué. Je me dis, les parents, des fois ils doivent se poser des questions sur ce qu'on fait en classe. Bon après s'ils regardent le cahier, ils voient bien ce que font leurs enfants, mais regardent-ils leur cahier? Et puis c'est important aussi d'utiliser les outils d'aujourd'hui. Je pense que l'outil vidéo il est assez efficace. D'ailleurs, pour insérer un jeu dans une séquence, l'outil vidéo il est aussi hyper efficace pour faire le teaser du jeu. C'est-à-dire que pour lancer le jeu, ben c'est maintenant avec Canva par exemple, on peut faire des vidéos hyper facilement et c'est tout de suite très immersif quoi. Vous pouvez mettre une musique, tout ça et les élèves là ils sont déjà à fond dans le jeu quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Je me permets de vous partager un petit questionnaire. En fait, on aimerait bien récupérer les retours des participants à cette première édition de la Ludiversité. Et on vous a fait un petit formulaire, 5 minutes, même pas. Si vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé, ça nous permet d'améliorer le format qu'on propose pour cette première édition. Et de proposer quelque chose d'encore mieux. Et puis peut-être à cet après-midi, du coup, rendez-vous 13h30 pour les ateliers cet après-midi. Donc atelier de création, hein. Ne venez pas attendre quelque chose de descendant. Et donc, sur soit créer un double, un set famille, un timeline, un escape game et insérer un jeu dans une séquence pédagogique. Et sinon, n'hésitez pas, sur notre groupe Facebook, Team Ludens, mettre les élèves aux manettes des apprentissages, si vous avez des questions qui vous viennent après coup. Et l'ensemble des ateliers sera en replay dans un article sur notre site. Si jamais vous avez eu du mal à choisir ce matin, n'hésitez pas à regarder en replay les autres ateliers. Eh ben écoute, avec plaisir Aline, et c'est vrai que c'est effectivement, on est des passionnés, hein, on s'est constitué en association, c'est pas pour rien, hein, c'est quelque chose qui nous anime et on a beaucoup de plaisir à partager avec vous, même pendant les vacances, sur ces sujets-là. Et ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait, donc on n'a pas décidé d'arrêter malgré l'investissement, enfin le temps que ça nous prend. Et on va continuer, ne vous inquiétez pas.